Salut mon pote, aujourd'hui on parle API Security. C'est souvent un sujet qui peut paraître barbant. En tout cas, si tu as envie de savoir les questions que tu dois te poser avant de démarrer un projet web en termes de sécurité, alors cette vidéo elle est faite pour toi. Roulez! Salut, moi c'est Tony, je suis développeur et je te souhaite la bienvenue dans Let Me Hack Better. Aujourd'hui on reçoit Olivier qui va passer au crible une API sur laquelle je travaille actuellement dans le but de trouver des failles de sécurité. Let Me Hack Better, c'est un format vidéo dans lequel je vais rencontrer un senior, un expert dans son domaine qui va devenir mon mentor et ton mentor le temps d'une session. Donc Olivier, il est API spécialiste. C'est quelqu'un qui a 15 ans d'XP avec à peu près 6 à l'étranger. Il a travaillé aux US, à Singapour, à Hong Kong, en Thaïlande, en Pologne et bien évidemment en France. C'est un profil plutôt back-end de base et qui avec le temps s'est dirigé vers l'architecture, la conception d'API. En ce qui concerne la stack d'aujourd'hui, c'est une stack qui se découpe en 3 parties. La première, le front-end. Donc c'est une stack React avec Apollo GraphQL. Pour l'instant, cette partie du projet n'est pas encore développée. La deuxième partie, c'est l'API. C'est là où on va se trouver aujourd'hui. Alors l'API, elle est codée en Node.js avec TypeScript et GraphQL aussi. Et enfin, la dernière partie, c'est la base de données Postgre. Donc nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est la deuxième et troisième partie. Du coup, d'un point de vue fonctionnel, ce que tu peux faire, c'est créer une liste, ajouter des cadeaux et inviter des gens pour qu'ils viennent choisir des cadeaux dans ta liste. Tu n'as pas besoin de plus de détails pour comprendre la suite, puisque de toute façon, ce dont on va parler aujourd'hui, c'est quelque chose qui marche avec toutes les applications. Écoute, merci Olivier d'être présent ce matin, parce qu'on peut préciser en introduction que du coup il est 5h30 en France, et que là où tu te trouves toi, il est plutôt 10h30 je pense, si je me trompe pas. Bien ça. Ouais. Donc je sais pas vraiment comment tu veux procéder. L'idée c'est soit tu me poses des questions, soit je peux te faire aussi un tour du code. Ma question, elle est très simple. Pourquoi tu pars sur une architecture où tu as besoin d'un front en React, une back en Graph? Je pense que j'aime bien séparer les choses. Okay. Je pense qu'aussi c'était lié au fait que dans le monde professionnel en général, quand tu as des applications assez grosses, c'est comme ça qu'est fait le découpage. Donc c'est lié à de l'expérience déjà, tout simplement. Et quitte à faire un projet, etc., je préfère me mettre dans des conditions qui pourraient s'apparenter à des choses que je pourrais vivre en entreprise. J'ai pas du tout eu l'approche minimaliste ici. D'accord. Ok, donc parce que ça va venir avec... si je demande, c'est parce que ça vient derrière sur toutes les questions que je vais te poser, qui est que ce que je peux te dire de mon expérience en général, donc c'est pour ça aussi que je fais pas mal de boulot sur pas mal de missions, c'est que le trend actuel sur toutes les technos, sur les découpages, sur tout ça, c'est cool en fait, parce qu'on comprend, c'est ce qu'on veut faire des trucs réutilisables, qu'on peut découper, qu'on peut réassembler et tout ça. Mais la vérité, c'est que ça apporte une complexité invisible. Donc, comme on disait, comme on va le voir aujourd'hui, sur tout ce qui est sécurité, voilà, sur tout ce qui est de simples concepts qu'on avait typiquement dans des monolithes parce que c'était managé par un seul framework. Aujourd'hui, on doit distribuer entre plusieurs layers. Tu vois. Donc, c'est vraiment ce genre de truc-là que je voulais quand même highlighter pour les gens qui regardent aussi. Ouais. Ne jamais oublier que c'est pas parce qu'on ne fait pas du microservice que notre application elle est pas bien, quoi. Okay. Aujourd'hui, il y a une espèce de trend qui aussi, tu vois, on découpe le tout comme ça, c'est mieux et tout. Alors qu'en vérité, ça rajoute une complexité que si on n'est pas prêt, ça fait juste de la dette incommensurable. Ah, clairement. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, il y a plein de boîtes, je pense. Faudrait que je parle sous contrôle, mais je crois que pendant très longtemps, Doctolib, je sais pas si c'est le cas encore aujourd'hui, mais je sais qu'ils sont restés un monolithe en Ruby pendant assez longtemps. Je crois que c'est encore le cas. Et je connais même une autre boîte, je peux pas donner le nom, qui avait un monolithe en C# et qui tenait par jour des millions de requêtes.
Et ça fonctionnait très bien. Donc, Oui. c'est clair qu'il y a un truc très trendy qu'il faut éviter de tomber dedans, je pense, parce que... Exactement. Et, mais voilà, c'était juste d'un point de vue général. Ouais, c'est cool. Ok, maintenant, si on regarde dans le détail, la deuxième chose, donc, si on parle maintenant on parlait de monolithe microservice, la deuxième chose, c'est aussi le trend que React a amené avec tout ce qui est Progressive Web App. Donc l'application dans le front-end est managée par elle-même, on va dire, et puis derrière, tu as le back-end qui est managé. Donc tout doit être plus ou moins découplé. La seule connexion qui est entre les deux, c'est les APIs. Donc ça, je pense que tout le monde connaît le concept, c'est assez facile. Maintenant, la réalité de ça, c'est comment manager la sécurité de ça. C'est vraiment très, très complexe au final. La plupart des projets où j'ai dû intervenir, le premier truc que j'ai fait, c'est j'ai redesigné la sécurité autour des API et forcément, ça impacte tous les front-ends, que ce soit les mobile apps, que ce soit les chatbots, que ce soit les front-end apps dans les browsers et tout, parce que justement, c'était quelque chose qui a été sous-estimé et après, quand le projet grandit, c'est quelque chose que plus personne ne veut toucher, puis tu te retrouves avec des dettes de sécurité qui sont très, très importantes et qui certaines fois ne sont pas acceptables pour les gros clients. Mais voilà. Donc c'est pour ça, c'est cool qu'on commence par ça. Nice. Ça me va bien. Ok, bah écoute, sur ton projet, la première question que j'ai, c'est tu me dis que tu auras des utilisateurs qui pourront faire quelques actions. Donc j'imagine que tu auras tout ce qui est registration, en anglais, qui est en français, qui est inscription. L'authentification, l'inscription. Ouais, exactement. Donc comment tu comptes manager ça? Je peux te montrer déjà ce que j'ai implémenté, parce que pour l'instant, il y a des choses qui ont été faites. Ok, cool. En fait, j'ai des handlers GraphQL. Bon, ça pourrait être des handlers express, en fait. Hein, ça ressemble un peu à la même chose. Ici, par exemple, tu as l'inscription. En fait, la première fois que tu vas t'inscrire, tu as besoin d'un password, un email. Donc, c'est ce que je récupère ici dans Inside Input. C'est un objet qui contient un objet input dans lequel j'ai tout ce que je veux. La couche de validation est faite par GraphQL au-dessus. Okay. Donc, et ce que je fais, c'est que je fais... Ouais, dis-moi. Désolé. Donc, quand tu dis validation, c'est juste que l'email a un format valide et le password a le format 10 caractères. Non, même pas. Je n'ai pas fait cette couche de validation-là qu'il faudrait faire. Par contre... que dans l'input, tu as un email et un password. En fait, c'est que j'ai une string dans les deux cas. Ma validation de type, elle est faite en amont par GraphQL. Mais effectivement, par exemple ici, c'est un truc que j'ai pas encore fait. On pourra le rajouter en to-do. Ok. Un email validation. Non, c'est bien, c'est une bonne question. Ensuite, alors j'utilise un modèle qui est le modèle du... et le pattern du contexte, dans lequel je récupère ma DB. Donc j'ai un objet contexte ici, tu vois, que je spread. Et dans cet objet contexte, j'ai récupéré l'ADB et le user. Donc le user, ça va t'intéresser. Et en fait, à partir du moment où... alors, quand le user va être créé, je retourne à l'utilisateur, le user en question, et le token. Ok. Et donc ce token-là, il va être, c'est à lui après de faire le boulot de récupérer le token, le mettre dans le header. Et ce qui se passera en fait, c'est que à chaque fois que je vais réceptionner une requête, j'ai dans mon contexte ici, donc je vais ouvrir un autre fichier. Ce qui est fait en fait, c'est que je fais un get user ici. Donc dans mon token, si tu veux, je récupère, quand j'ai une requête, je récupère l'autorization, donc le token. Je le passe à une fonction getUser qui, elle, va regarder si on a bien un user en base, etc., qui correspond à ce token-là, et me rajouter l'utilisateur ici dans le contexte. Et dans toutes mes autres requêtes, je vais être capable de voir si je suis authentifié ou non. Il ressemble à quoi ton objet user? Alors, on peut aller dans
On peut aller dans les schémas. Ça, c'est un Donc, schéma potentiel- GraphQL. Donc ça, c'est toutes les informations que tu mets dans le token aujourd'hui. Exactement. Le token, si tu veux, la seule information qu'il doit avoir, c'est une référence à ton l'utilisateur. utilisateur. Ça Ouais, pourrait être que l'ID en fait. exactement. Soit l'ID ou même une autre référence qui va te permettre de retrouver ton ID. Donc, Un hash que tu si génères à partir du nom, plus l'ID, plus Exactement, machin. voilà. Donc, Pour tu être peux faire un encore truc plus- comme ça. Exactement. Que l'idée, c'est de se dire, les informations que tu as dans le token, elles sont intéressantes si tu fais vraiment de l'Open API et que ton API, tu la donnes tu l'ouvres pour quelqu'un. Mais si c'est juste pour toi et c'est à toi juste de retrouver c'est qui l'utilisateur courant, mieux que Ok. vaut mieux que tu aies juste le minimum d'informations. Et la deuxième chose qui est bien, c'est moins tu as d'informations. Parce que là, si ton objet user il grossit, dans le futur, je sais pas, tu as énormément de choses et tu mets tout dans le token, et ça fait aussi beaucoup de poids en termes au niveau des headers, tu vois, parce que ton. Ouais, t'as alourdi les requêtes quoi. Exactement, tu alourdis Ok. tout ce qui est header. Donc, Est-ce que du coup, ce serait pas cool de se faire un objet plus simplifié? exactement, je pense que c'est ID. pas un vrai objet user token, à mon avis, que tu peux référencer Ok. dans TypeScript ou GraphQL, je vais trouver, mais un vrai objet en lui-même, en fait, c'est pas plus simple pour toi à manager. Et donc, du coup, j'aurais dit que on garde l'ID. Et toi, tu dis qu'à minimum, on peut au moins mettre ça, quoi. Ouais, je pense que l'ID, ça suffit. Ouais, c'est drôle. C'est intéressant. Ok, donc parlons du use case, comme ça sera plus simple. Disons que ton utilisateur il se login, ok, Ouais. et que après ton React, ton Fontaine React, il va afficher en haut à droite le first name et le last name de l'utilisateur. Ok. Ça serait intéressant de le mettre dans le token si tu n'as pas envie de refaire une requête, tu vois, à ton backend, juste pour Ouais. optimiser la. Mais en vérité, d'un point de vue général, mettre le minimum d'informations dans le token, c'est ce qu'il faut faire parce que ton token sera storé dans le local storage et n'importe qui peut accéder à ton token. Ouais. Et du coup, ça me fait dire qu'en fait, c'est pas joli ce que je vais faire là. On devrait même avoir un truc comme ça. delete.user.password. Parce que ici, en fait, tu as posé la question, du coup, je continue dans ma réponse, c'est que ici, je retourne le user. Donc, normalement, le gars, ok. soit lui de le stocker dans son component, dans son store Bien Redux, sûr. dans son contexte React. Mais par contre, du coup, il Bien faut sûr, pas bien que le password se retrouve Exactement. composé comme ça. Mais je pense Donc, que déjà, c'est un peu mieux. Donc c'est pour ça qu'en final, ce que j'essaye de te dire d'un point de vue général, c'est d'un point de vue concept, parce qu'au final, je suis pas non plus expert en TypeScript ou GraphQL. C'est juste qu'il faut faire gaffe à toutes ces trucs super sexy où ça te donne des objets, tu vois, que tu peux réutiliser partout, tu fais des références, et c'est cool. Mais au final, comme tu as pu le voir, tu peux faire passer une information côté front-end très très facilement, une information critique. Très très facilement parce que tu as juste rajouté une variable et une valeur dans la base de données, quoi. Tu vois, et ça passe front-end, tu l'as pas vu, quoi. Donc c'est clair. C'est un autre point qui est très très important. Mais ce qui est drôle, c'est que tu vois, juste en discutant avec toi et en regardant le code, mais un peu en mode critique, je vois putain, en fait, j'ai laissé le password. Ah, j'ai laissé ci. Ah, il y a ça, tu vois. Et des fois, juste en discutant, déjà, tu te rends compte que c'est une partie qui est pas négligée, mais. Oui, forcément. Alors, comme je dis, là, tu as de la chance parce que c'est le début, tu vois, et puis tu vas regarder, tu vas améliorer, mais essaie d'imaginer dans des projets où tu as 60 personnes qui bossent dessus et on doit juste rajouter un petit, tu vois, une valeur rapidement dans le user, tu vois. Et 2, et 3, et 4, et tout se retrouve côté front-end, et tu vois, le management, il peut devenir vite incontrôlable. Ouais, c'est clair. Au niveau des données, parce que ces technologies nous permettent de faire des trucs très simplement. C'est ça qui est cool. Mais comme tu
la contrepartie peut faire Ça très peut être violente. Hein, Ouais, exactement. Je te propose qu'on fasse une pause et qu'on mette un peu le nez dans le code. Moi, la première chose qui me gêne en voyant ça, c'est que j'ai oublié plein de trucs. Et je m'en rends compte quand je monte le code en fait. Petite parenthèse, exercice du petit canard qui consiste à expliquer à quelqu'un ce qu'on fait, des fois ça nous sort de situations de ce genre. La première chose, c'est qu'on a vu que je faisais pas de validation d'email. Donc le user, il pouvait passer ce qu'il voulait, même si c'était pas un email, s'il avait passé Toto, et ben j'acceptais. Ça c'est déjà très grave. La deuxième chose, c'est que dans le token de retour, je passais le password. Et ça c'est vraiment impardonnable. Donc je te propose de rentrer dans le code et de regarder un petit peu comment on pourrait implémenter tout ça. Alors là, c'est vrai qu'avec un peu de recul, c'est vraiment pas du joli code. Déjà, il manquait pas mal de choses, il y avait pas mal de failles possibles. Du coup, moi, ce que je propose ici, c'est de découper le boulot en 3 phases. La première phase, c'est de formater les inputs qui viennent de l'utilisateur. Le user qui sera retourné par cette fonction-là, on la passera ici en base de données. Et ensuite, pour le retour, j'aurai 2 fonctions, une qui va me générer le token, et aussi l'utilisateur, faut le formater. Parce que là, du coup, je devais delete le password, mais pareil, c'est à l'arrache. Et du coup, quand on garde ce code-là, finalement, on sait pas avec quoi vraiment on va se retrouver. Et du coup, ça, c'est pas top. Donc, j'ai créé 3 fonctions. Sur le format de sign up input, la première chose qu'on peut faire, c'est s'occuper du password. Donc on a password length. Donc vérifier que le password il est bon. Ensuite on peut aussi vérifier que email is valid. Donc ça peut être sans ça en fait l'exécution du code on se throw à chaque fois hein, sinon. Ensuite, on peut faire le hash du password. Et ensuite, ce qu'on peut faire, c'est email lowercase. Donc ce qui est cool quand tu as besoin de faire une petite fonction, c'est de noter ce que tu veux que ta fonction fasse. Donc déjà, je peux faire la première chose, je peux faire if input.password.length est plus petit que password length. On va se mettre ça dans une const. Password length 5. Donc si elle est plus petite que 5, et bah du coup on va throw une erreur. Throw new error. Donc ça c'est la première condition sur laquelle ça va throw. La deuxième condition sur laquelle ça va throw, c'est si input.email. Alors là, on va avoir besoin d'un validateur. Pour ça, on va devoir installer un nouveau package. Donc là, le package qu'on va vouloir installer, c'est email validator. Donc là, mon package est installé et je vais pouvoir l'utiliser ici. Alors on va faire import. Du coup, is email valid input.email. Donc si ça renvoie false. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ah, il faut que je fasse import as email valid. Je pense que c'est ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais throw aussi une erreur. Et là, je vais faire... Voilà mon erreur. Et voilà. Hop. Ok. Et maintenant, ce qu'on va devoir faire, c'est return un input. Donc tous les champs d'input, on va les garder, hein, on va pas les modifier. La seule chose qu'on veut modifier, c'est que l'email, on veut que ce soit input.email.lowercase. Ok. Et le password, on veut que ce soit un hash. Alors, est-ce que hash c'est une fonction? Si je fais ça, ouais. Est-ce que c'est une fonction qui retourne une promise? Donc oui, on va faire un await
de hash de input.password avec 10. C'est à peu près ce qu'on utilisait de l'autre côté. Boom. Et du coup ici, je vais pouvoir faire un user. Je sais pas comment je vais l'appeler. On va appeler plutôt comme ça, formatted input. Et comment s'appelle notre fonction? Bon, avec TypeScript, on peut faire de la magie. Format signup input. Format signup input. Et dedans, on va passer input. Voilà. Du coup, ici, je vais récupérer mon formatted input. J'aurai le password, j'aurai tout ce qu'il faut. C'est ce que je vais pouvoir lui donner ici. Et là, qu'est-ce qu'il me dit? Put is... Eh oui, il faut que je fasse ça. Eh oui, mettre un petit await, sinon ça va pas marcher. Du coup, maintenant, ici, je faisais un delete. Je faisais des trucs trop à l'arrache, en fait. Et du coup, ce qui pourrait être intéressant... Hop. Donc maintenant, j'ai ma fonction qui fonctionne. C'est mon create user token. Donc pour l'instant, la seule contrainte et le seul truc que je vais mettre dans le token, on a dit que c'était l'ID. C'est ce qu'on avait vu avec Olivier. Donc je te passe un user et tu me retournes seulement un objet où il y a l'ID. Ça paraît bête, mais au moins c'est centralisé. Le jour où on veut rajouter des choses dans le token, on le fait dans cette fonction. Et si à un moment donné, on veut générer d'autres tokens à d'autres endroits, sur d'autres users, pour une raison que j'ignore, au moins on aura tout centralisé. Et au niveau de la lisibilité du code, c'est quand même autre chose. Parce que du coup, on va virer tout ça. Alors le token, c'est vrai que moi ici, c'est la seule chose que j'ai fait, c'est de retourner cet objet. Et j'ai create user token, mais en fait ça devrait s'appeler create token, tel que je le vois là. Il devrait faire un sign. Donc en gros, il devrait faire un retour sign de crypto. Les options, alors sign, est-ce que c'est le même? Ah, c'est pas le bon, je pense. Moi je veux sign de JSON Web Token. C'est pas le même. Et donc là, qu'est-ce qu'il nous dit? En premier, le payload. Donc là, je peux faire id user.id. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut mettre? Secret private key. Du coup, je vais importer j'ai une variable d'environnement qui va s'appeler secret key, super. Et enfin, l'expiration. Et là, il nous dit quoi? String is not assignable. Ah non, oui. En fait, ça, c'est plus du tout ça, ce que lui nous retourne. Cette fonction-là, qu'est-ce qu'elle retourne? Elle retourne une string, effectivement. Et donc ici, qu'est-ce que je fais? Je fais create. Je passe user. Là, la lisibilité du code, c'est quand même rien à voir. Et pour le user ici qu'on veut formater, on appellera juste format public user. Donc c'est ceux qu'on veut renvoyer au front. Et donc pour l'instant, le seul truc c'était de tout garder et de seulement enlever le password. Donc la fonction n'est pas plus compliquée que ça. Et donc voilà. Donc du coup on voit qu'on a un code beaucoup plus lisible. D'abord on va formater l'input. Ensuite on va faire un appel en DB. Et ensuite on va renvoyer des données sous un format bien précis. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine, où cette fois-ci avec Olivier, on verra les différents patterns relatifs à l'authentification et que lui, il installe chez ses clients. Je te remercie pour ton temps. Si tu trouves qu'il y a des choses qui n'ont pas été ou que j'ai oublié des trucs ou que tu vois des erreurs dans le code, n'hésite pas à le dire dans les commentaires. Sinon, à la semaine prochaine. Peace.